Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Politique. Merci de nous rejoindre ce vendredi, comme d'habitude, pour décrypter avec nous l'actualité lyonnaise qui fut encore chargée cette semaine. Et j'ai à mes côtés deux éditorialistes de Lyon Mag, l'avocat Éric Pellet. Bonjour Éric. Bonjour. Et puis l'ancien élu lyonnais Romain Blachier. Bonjour Romain. Bonjour. Et enfin Raphaël Ruffier-Fossoul, mon acolyte et confrère. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexis. Allez, on passe au sujet du jour avec un regain de participation qu'on attend et qui pourrait peut-être bouleverser l'issue attendue des régionales. L'union de la gauche pour cette élection régionale est-elle crédible en Auvergne-Rhône-Alpes ? En cas de nouvel échec, la carrière d'Andrea Cotarac au Rassemblement national est-elle compromise ? Et puis Laurent Wauquiez peut-il annoncer sa candidature à la présidentielle dès dimanche soir ? Malgré nos efforts répétés la semaine dernière sur ce plateau, une grande majorité des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes ne s'étaient pas déplacés pour voter au premier tour des régionales. Pas de profession de foi, pas au courant, pas envie, il y a eu de l'orage et puis c'était aussi la fête des pères. Là, ce dimanche, pour le second tour, il y a moins d'excuses, ça va vraiment se jouer entre vous et votre envie d'aller voter. Première question autour de la table, est-ce que vous pensez que cette participation va monter en flèche ? Romain, qu'est-ce que vous avez entendu autour de vous cette semaine ? Je ne suis pas persuadé que la participation va monter. C'est dommage, je le regrette. D'ailleurs, c'est toujours mieux une démocratie beaucoup plus saine, une démocratie quand le corps électoral va se déplacer le plus possible. Cette sous-participation, à mon avis, elle a favorisé quand même Laurent Wauquiez, dont l'électorat, les Républicains, est souvent plus enclin à aller voter, moins enclin à s'abstenir. Ça tient à différentes choses, aux habitudes de vote, aux tranches d'âge aussi, qui votent pour les Républicains en Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont des tranches d'âge plutôt plus âgées que la moyenne. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a uniquement cette tranche d'âge, mais celle-là, elle est particulièrement représentée dans l'électorat les Républicains. Un deuxième truc aussi qui pourrait faire que la participation ne progresse pas non plus, c'est que les espoirs de gagner de la gauche existent, mais ils sont quand même très, 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 très minces. Laurent Wauquiez est arrivé très en tête du premier tour. Et troisièmement, c'est les catégories qui ont plutôt tendance à voter à gauche. Elles sont plutôt justement celles qui ont plutôt tendance ces derniers temps à être urbaines, à partir en week-end, à parfois laisser une procuration, parfois pas forcément la laisser. Donc c'est pas forcément actuellement très très favorable pour une reprise de la participation. Il peut y avoir aussi une partie de l'électorat de Laurent Wauquiez qui se dit c'est bon, c'est gagné, on n'a plus besoin d'aller au deuxième tour. Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait un regain en tout cas de participation au deuxième tour. Il y a aussi la stratégie tout sauf Wauquiez, qui peut pas suffire à faire gagner une régionale, mais qui a été, je trouve, ces derniers temps, moins audible dans une partie de l'électorat, alors que c'est un vrai moteur de vote dans les grandes villes. Dans les grandes villes où Laurent Wauquiez, à mon avis, va pas arriver en tête au deuxième tour. À Lyon, au deuxième tour, il arrivait peut-être en tête parce que la gauche était divisée, mais Lyon, Clermont, toutes les grandes villes quasiment, je pense qu'on aura quand même la gauche au deuxième tour devant Laurent Wauquiez. Je suis pas convaincu, mais on verra. Vous pensez à quoi comme ville ? Non, même à Lyon, je pense que Lyon vu la participation, vu le score de Laurent Wauquiez, c'est possible. Moi, je parie ce que vous voulez qu'au deuxième tour, la gauche sera en tête à Lyon, mais on verra. Éric, vous partagez le pessimisme sur la participation ? Oui, malheureusement, moi j'étais vraiment consterné, sinon désespéré par les chiffres du premier tour. On est vraiment dans un déni démocratique qui est en train de s'ancrer. On avait ces dernières années, hors présidentielle, une abstention qui était autour de 45-50%, ce qui était déjà considérable. Là, on monte à 70%. Quel est le sens du vote, quoi ? Moi, je suis toujours le rabat-joie de service, parce que quand on sort les chiffres de la dernière élection de dimanche dernier, les 45% de Wauquiez, c'est 13% des inscrits. Je regarde toujours les inscrits. C'est vraiment très très peu. Donc il faut qu'il y ait un sursaut. C'est moins que Grégory Doucet l'année dernière au municipal. Tout à fait. Doucet, c'était 19% des inscrits au deuxième tour. Mais là, au moins qu'il y ait un sursaut des électeurs pour légitimer celui qui va être élu. C'est ça qui est important, c'est la légitimité politique. C'est pas le pourcentage. Tout le monde se jette ces pourcentages à la figure en France depuis dimanche dernier. Mais par rapport aux inscrits, il n'y a pas de légitimité. Donc il faut que le peuple des électeurs comprenne que pour avoir des dirigeants qui effectivement se sentent investis d'un mandat et accomplissent des choses pour le bien public, il faut qu'ils soient légitimés par le suffrage universel. C'était pas le cas dimanche dernier. Je crains que ça ne soit pas le cas dimanche prochain. Romain ?
Moi, je partage l'inquiétude d'Éric. Juste rajouter un truc, c'est que on parle de dirigeants, mais en fait, les gens savent pas du tout en fait ce que dirige la région. Et à la limite, quand ils le savent, on leur dit bon, les transports. Bon, ok, pour eux, les transports, ça reste quand même la SNCF et voire Réseau Ferré de France, ils s'y connaissent un peu plus dans un certain nombre de cas. Mais c'est pas sexy. C'est à force d'avoir voulu découper les collectivités pour faire plaisir à tous les notables possibles et imaginables du monde, on se retrouve avec des trucs on comprend pas ce que les gens, à quoi servent la région. Donc vous dites bon. Voilà, je vote pour tel camp. Et qui a lu le programme pour lequel il a voté? Même moi, j'ai pas vraiment lu le programme de la liste pour laquelle j'ai voté. J'ai pas eu les professions de foi. Et en plus, oui, les professions de foi, t'as raison, sont même pas arrivées. Et ça, c'est voilà. grave, parce que ça permettait quand même à des gens de dire, il y a l'élection dimanche, ça faisait beaucoup de papier. Faut voir, des fois, les professions de foi, ça n'avait des fois rien à voir avec les compétences de la région. Mais au-delà de ça, vraiment, c'est le fait que c'est incompréhensible. C'est pour ça que les gens votent pas pour ça, parce qu'au moins, ils comprennent ce que c'est un président de la République. Mais un président de région, tu sais pas, quoi. Raphaël, Romain a rappelé que les jeunes avaient très peu voté pour ce premier tour des élections régionales, et on sait que les jeunes, en majorité, se dirigent plutôt vers un vote écologiste. En tout cas, c'est ce qu'on avait vu l'année dernière avec les municipales et les métropolitaines. Ou extrême droite quand c'est dans la ruralité. Et on a vu qu'Andrea Cotarac avait fait un très mauvais score. Justement, est-ce que Fabienne Grébert, est-ce qu'Andrea Cotarac ont échoué à adapter leur discours pour pouvoir parler à cet électorat-là qui a manqué terriblement et qui risque de manquer encore dimanche? Bah, clairement, ça c'était. Mais en fait, c'est un échec qui est, à mon avis, beaucoup plus grave. On sous-estime la gravité d'une participation aussi faible à des élections. On a beau dire les régions sont nouvelles, mais c'est quand même un scrutin qui est ancré dans le paysage et la participation était jusqu'ici beaucoup plus forte. Et normalement, la régionale, c'était des scrutins que les électeurs comprenaient plutôt mieux qu'une départementale, par exemple. Donc c'est pas inscrit dans l'histoire de France d'avoir une participation aussi faible. À mon avis, il y a quelque chose de quand même assez grave qui se passe. C'est-à-dire que il y a 30 ans, on considérait que la démocratie était le meilleur système et que son avènement était inéluctable. À la chute du mur de Berlin, on était tous convaincus que la démocratie s'imposerait dans le monde. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est plutôt que la démocratie est un système qui est contesté, que les pays les plus autoritaires sont pas du tout en train de s'ouvrir d'un point de vue démocratique. Au contraire, ils font plutôt des émules. Et nous, dans notre pays, les électeurs, en n'allant pas voter, signifie quand même qu'ils n'y voient pas beaucoup d'intérêt. Alors on verra évidemment la présidentielle si la participation remonte, mais je pense qu'il y a quand même un questionnement qui est important. On a déjà eu une participation faible au municipal, on a une participation faible au régional, c'est-à-dire que c'est tout le corpus des élus locaux qui est effectivement moins légitime qu'il l'était auparavant. Si on ne réinvente pas notre démocratie, si on ne remobilise pas nos citoyens, quelque part c'est que la démocratie, elle s'affaiblit. On a eu un sondage, un seul sondage cette semaine qui a été commandé par CNews à Opinionway et qui prédit la baisse de la participation. On perdrait 1 point par rapport au premier tour. Il y a d'autres engagements, il y a d'autres choses qui sont révélées dans ce sondage. Pour le second tour, l'issue semblerait déjà connue, puisque Laurent Wauquiez serait très haut à 58% d'intention de vote. Andrea Cotarac du Rassemblement National, lui, serait à 13%. Et puis l'Union de la gauche, derrière Fabienne Grébert, n'obtiendrait que 29%. Raphaël, la candidate écologiste, a échoué à provoquer un grand engouement autour de l'alliance de la gauche qu'on savait qui arriverait avant le premier tour et qui s'est fait, et finalement, ça ne prend pas. Il y a une part de responsabilité des candidats, évidemment, mais il y a quand même eu assez peu de campagne et peu de temps d'expression médiatique pour se faire connaître et pour décanter cette campagne de premier tour. Ouais. À mon avis, la principale erreur qu'ils ont faite sur cette campagne, c'est de penser que la campagne se décanterait et que donc ils pouvaient partir séparés. Résultat, on s'est retrouvé avec 3 listes entre les macronistes, la gauche et les écologistes, qui étaient sur des scores relativement comparables. Il y a eu un léger décantage, mais aucune candidature parmi les 3 qui apparaît comme pouvant l'emporter au deuxième tour. Donc, quand on fait l'addition au soir du premier tour, on se dit qu'il y a peu de chances qu'ils arrivent à l'emporter. Donc, les électeurs n'y croient pas. Donc, finalement, 30%, c'est déjà pas si mal dans ce contexte. Donc, il aurait fallu un petit miracle dans l'entre-deux tours. Il peut peut-être arriver demain. Un événement qui fait que les gens se disent mais si, c'est important, il faut aller voter. Et là, vu le taux de participation, il suffit de pas grand-chose pour que ça bascule. Romain, 29% pour Fabienne Grébert, ce sont des intentions de vote, mais c'est moins que si on avait additionné mathématiquement les scores de Cécile Cukierman, de Najat Vallaud-Belkacem et de Fabienne Grébert. Est-ce que vous pensez que l'électorat de gauche peut être
peut être un peu en retrait et ne pas vouloir aller voter parce qu'ils ont fait alliance avec la France Insoumise, parce qu'ils ont fait alliance avec Najat Vallaud-Belkacem, qui est une personnalité qui peut faire peur aux mélenchonistes, par exemple. Je sais pas, et je pense que vous avez toute une partie de gens, l'électorat de gauche, à chaque fois, c'est un peu son problème, il part très très souvent dans des ouscases. D'ailleurs, c'est probablement même l'un des problèmes au départ de certaines listes, c'est-à-dire que entre les socialistes et les Verts, ça a essayé de s'allier sans vraiment s'allier. Il y a des moments où les militants des Verts voulaient s'allier, mais pas la direction des Verts. Et puis il y avait des gens au PS qui voulaient s'allier, et puis d'autres qui voulaient pas s'allier. Enfin, c'était un bordel sans nom. Les Verts, ils avaient un fonctionnement de coalition, ils ont voulu un fonctionnement de coalition large, mais à condition que tout le monde ait absolument pas de blanche et était de gauche depuis sa naissance jusqu'à son tombeau. Enfin, on a eu l'impression d'une espèce de côté plus pur que moi, tu meurs, de la part de la coalition verte, qui a amené donc à ce qu'elle se renferme sur elle-même, sur une soupe de partis. Vous avez Fabienne Grébert elle-même, elle est membre de Nouvelle Donne. Je ne sais pas si beaucoup de gens d'Auvergne-Rhône-Alpes savent ce que c'est que Nouvelle Donne, qui est tout micro-parti. Vous avez eu un certain nombre de choses comme ça. Bref, il est issu de maire de Grenoble aussi. Donc, il est issu de Nouvelle Donne. Oui. Le maire de Grenoble est issu de Nouvelle Donne. D'accord, je croyais qu'il était membre d'Europe Écologie Les Verts. Oui. Il l'est. Il a commencé Nouvelle Donne. Oui, il a commencé, mais après, quand il a été élu, il était à Europe Écologie Les Verts. Bref, vous voyez, vous avez toute une soupe de partis. Il y avait une espèce de tribunal pour sélectionner les candidats. Enfin, c'était quelque chose d'assez flippant, un petit peu, la coalition des Verts. De l'autre côté, le PS a fait à peine mieux, c'est-à-dire qu'au début, ils ont perdu énormément de temps à parler d'union de la gauche, parce qu'elle n'était pas vraiment faite, cette union de la gauche, mais en disant, voilà, on a eu la GRDS, que je défie aussi tout le monde autour de cette table de savoir ce que c'est, le machin, tel ou tel parti qui venait, et du coup, ils ont perdu énormément de temps à faire de l'appareillage qui n'intéresse pas forcément les gens. Ce qui les intéresse, c'est savoir ce que vous allez faire pour la région. Quand Europe Écologie et la gauche ont gagné à Lyon l'année dernière, c'était parce que les gens avaient un certain nombre d'items où ils se disaient, tiens, bah oui, avoir un peu plus, la qualité de l'air, elle est dégueulasse à Lyon, j'aimerais qu'on fasse quelque chose pour ça. La cantine de mes gosses, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de bio là-dessus, etc. etc. Là, il n'y a pas vraiment eu d'items, il y a eu beaucoup de trucs un peu politiciens. C'est dommage, parce qu'il y a des belles énergies dans ces listes-là. On oublie aussi de parler de Cécile Cukierman, qui a réussi quand même à ce que sa liste soit fusionnable. D'ailleurs, il y a un truc qui est assez marrant, je ne sais pas si vous avez vu sur les affiches, vous avez une version d'affiche où elles sont 3, et vous avez une version d'affiche où elles sont 2, où on enlève Cécile Cukierman. Voilà. Après, je trouve que ce qui était annoncé, Najat Vallaud-Belkacem, elle a quand même réussi à sauver les meubles, parce qu'on l'annonçait pas forcément toujours au deuxième tour. Et je pense qu'une partie de son électorat, c'est de l'électorat d'LREM qui est revenu à la maison. Je pense que ça explique aussi le score de Bruno Bonnell, qui n'était pas forcément très très bon. Bruno Bonnell aussi, qui, à mon avis, a fait, sur un plan, a fait une campagne qui était d'une bonne dynamique, mais qui a échoué probablement à rassembler un peu son appareil. D'ailleurs, c'est assez paradoxal. Il a rassemblé sur son appareil de campagne beaucoup de gens qui venaient de chez Kimmelfeld, très peu de gens qui venaient de chez Colomb, très peu de gens. C'était une volonté affichée d'en finir avec la baronnie lyonnaise. Je pense qu'il y avait ça, mais je pense que aussi, du coup, avec d'autres baronnies, Yves Blin, par exemple, n'a pas été retenu sur la liste. Mais du coup, je pense que le fait de marcher que sur une jambe, ça lui a peut-être un peu nui. Éric, Romain, vous avez remarqué que ce qui intéresse les gens, finalement, c'est pas ces histoires de qui rentre, dans quelle équipe, etc. C'est concrètement ce que ça va changer pour notre vie demain, c'est le programme. On s'est posé la question de savoir comment ferait l'alliance de la gauche pour combiner les choses qui n'allaient pas sur les programmes des uns des autres, notamment sur l'histoire du Lyon-Turin, Najat Vallaud-Belkacem, et pour Fabienne Grébert, pas du tout. Et Fabienne Grébert a dit concrètement, c'est mon programme qu'on applique. Il y a eu quelques petites retouches qui nous sont venues de la part de Cécile Cukierman et Najat Vallaud-Belkacem. Pour vous, ça c'est une attitude de chef accompli qu'on attend d'une présidente, d'une future possible présidente de région, ou bien ça laisse présager d'une majorité qui peut éclater à tout moment, comme on l'a vécu avec Jean-Jacques Kéran et Jean-Charles Collas au précédent mandat? Pour moi, c'est une union de façade et de circonstances. C'est quand même 3 scores très faibles. En les additionnant, ils existent sur un deuxième tour, mais il est bien évident, connaissant la culture de ces mouvements de gauche et de leur personnalité respectives, que même une fois élus comme opposants, ils vont éclater, il y aura beaucoup de brisbee, ils ne vont pas créer une homogénéité, même sur le deuxième mandat de Wauquiez, parce qu'entre eux, certains se méprisent ou se détestent. On a la même alliance à Lyon et à la métropole, et pour le moment, ça tient. Il y a eu des petits coups de chauffe. C'est des collectivités qui sont, à mon sens, différentes.
la région a toujours amplifié, beaucoup plus que d'autres collectivités, les distinguos idéologiques et les haines fratricides, ce que j'ai pu constater sur ces dernières années. Allez, je vous propose de passer au troisième sujet des régionales. Parlons du troisième homme annoncé de cette élection, Andrea Cotarac du Rassemblement national, puisque le sondage OpinionWay ne lui accorderait que 13% d'intention de vote. Ce serait 10 points de moins que Christophe Boudot, qui était le candidat du Front National en 2015. Après avoir pris une tôle aux métropolitaines 2020, à l'aube d'une possible nouvelle claque au régional, est-ce que, autour de la table, vous pensez que l'ancien membre de la France Insoumise pourrait encore avoir un avenir dans le parti de Marine Le Pen, Raphaël ? Bon, ça dépend de Marine Le Pen, justement, parce que c'est quand même, c'est pas vraiment un parti politique, hein, c'est une entreprise familiale dirigée par les Le Pen et dont la ligne politique est définie comme ça. Ce ne sont pas les militants qui vont l'arbitrer. Donc je pense qu'il est bien utile au discours de Marine Le Pen, qui lui permet de dire qu'elle se dédiabolise, elle sort uniquement de ses soutiens d'extrême droite pour dire qu'elle a un discours de gauche. D'ailleurs, la nouvelle attaque de LR vis-à-vis du Front National, c'est de dire que c'est un parti de gauche qui défend la retraite à 60 ans. Est-ce que c'est pas une erreur tactique, finalement, de Marine Le Pen ? C'est assez possible, en fait, parce que ce qui se passe concrètement, c'est qu'on voit que LR se repositionne sur un discours plus traditionnel à droite, vraiment même assez à droite, sur lequel, finalement, Marine Le Pen va un peu moins. Et on voit que les candidats qui apparaissent comme de gauche pour le Rassemblement national ne marchent pas. Donc c'est possible que finalement, en pensant ouvrir, Marine Le Pen se soit un peu diluée et laisser un espace sur sa droite, et qu'au final, effectivement, ils se disent dans quelques temps, il faut revenir à une stratégie plus droitière, et dans ce cas, ce sera un problème pour Cotarac. Romain, vous partagez cet avis ? Je partage cet avis. Après, il y a aussi le fait que c'est vrai qu'il y a un changement de structure, à mon avis, de l'électorat RN, parce qu'auparavant, c'était un électorat, pareil, qui votait assez régulièrement, finalement. On expliquait que l'abstention, ça faisait monter le front, parce que les gens du front se mobilisaient. Là, on voit que c'est pas le cas. Je suis pas sûr, que ce soit un phénomène Cotarac qui amène à ce qu'il y ait un mauvais score. Et que ce soit un bon ou un mauvais candidat, je pense que les gens ils votent d'abord pour l'étiquette Front National. Quand même. De quoi ? À part la Corse, c'est le moins bon score en France. Oui, c'est le moins bon score en France, mais je suis pas sûr que les gens, je suis pas sûr qu'il y ait une valeur ajoutée ou une valeur négative sur des gens comme Cotarac réellement. Moi, j'ai débattu quelques fois avec lui, j'ai pas été fasciné à titre personnel, etc. là-dessus, mais je pense qu'il a à peu près du niveau des autres candidats qu'on trouve en Auvergne-Rhône-Alpes, dans les autres régions en France. Il n'y a pas d'apport de la stratégie ni gauche ni droite chez Marine Le Pen, parce que les gens ils votent pour des choses qui sont des items très précis. Effectivement, Raphaël l'a rappelé, sans forcément que tu dises les items, mais la droitisation de LR, elle se porte sur, à mon sens, la sécurité, sur les questions d'immigration, et c'est des items sur lesquels les gens votent pour le Rassemblement national. Ils votent pas sur des trucs de retraite à 60 ans, ils votent pas sur des trucs... Elle peut tenter tout ce qu'elle veut pour essayer de choper la gauche ou pour essayer de faire moins peur. Il reste des items constants. Tu prends un discours de Marine Le Pen, elle se fait pas applaudir sur la retraite à 60 ans, elle en parle. Mais par contre, elle se fait applaudir au moment où elle parle de l'immigration. Ils ont leurs items. Faut jamais surdéterminer le fait que les électeurs sont pas des militants politiques. Donc, généralement, tu votes à gauche pour tel ou tel item, mais tu sais pas forcément tout le programme du Parti socialiste, d'Europe Écologie ou de la France Insoumise. Tu votes LR parce que tu as un certain nombre de corpus de valeurs qui font que tu votes LR. Tu votes RN, tu as 2-3 items, mais les gens, ils sont pas en train de lire ça. Est-ce que Cotarac, il est fini ? Moi, je suis complètement d'accord aussi avec ce qui vient d'être dit par Raphaël. C'est une entreprise familiale. Demain, Marine Le Pen, elle trouve toujours que Cotarac, il est cool. Elle va le rebalancer député européen, elle va le balancer dans une circo X ou Y. Voilà. Après, il reste dans sa stratégie de présenter des jeunes gens qui présentent bien, qui ont du bagou, comme elle le fait dans d'autres endroits. On sait que le Rassemblement national et le Front avant a toujours eu du mal à s'implanter à Lyon. En tout cas, depuis Bruno Gollnisch, on a eu beaucoup de candidats qui ont fait leur temps et qui ont parfois réussi à obtenir 2-3 mandats. On a aussi vu que Marine Le Pen, ces dernières années, avait tout fait pour éliminer les personnes qui étaient plus proches de Marion Maréchal. Mais leurs militants, il faut dire un truc qui n'est pas très gentil, hein, mais les militants du Rassemblement national à Lyon, ils foutent rien.
Ils ne travaillent pas. Leurs élus sont, quand ils avaient des élus à Lyon, ils habitaient rarement la ville de Lyon. Ils n'étaient jamais à la moindre manifestation. À part des manifestations d'extrême droite. Je suis pas d'accord. Ils travaillent. Il n'y a aucun travail qui est fait par le Rassemblement national. C'est un travail éventuellement entre eux ou sur d'autres familles nationalistes. C'est pour ça qu'ils collaborent d'ailleurs de manière beaucoup plus ouverte à Lyon avec Génération Identitaire quand ça existait que dans d'autres fédérations, qui a une beaucoup plus grande porosité avec l'extrême droite radicale. Ok, ça ils le font. Mais le fait d'aller bosser dans le quotidien des gens, le Rassemblement national à Lyon ne le fait jamais. Ça ne s'intéresse pas. Eric, vous êtes d'accord parce que vous voyez, Antoine Méliès a énormément milité sur Givors. Il aurait pu à un moment prendre la ville de Givors. Okay. C'est quand même un travail de fond sur pas Lyon. Dans des banlieues qui sont quand même pas du tout favorables au FN. Thibault Monnier, qui est proche d'Agnès Marion, a fondé l'ICEPS avec Marion Maréchal, enfin ainsi de suite. C'est une terre effectivement qui n'est pas favorable parce qu'on a une tradition centriste sur Lyon Métropole. Bon, la baisse du score de Cotarac, elle est voisine de la baisse des autres gros candidats RN dans toute la France. Chenu a fait moins que la précédente fois, Mariani a fait moins que Marion Maréchal, ainsi de suite. Donc je pense que dans l'abstention de dimanche dernier, il y a une grosse partie de l'électorat FN et peut-être du jeune électorat FN qui n'est pas allé voter. Et on voyait d'ailleurs sur le visage des dirigeants du RN, parce qu'on dit toujours FN du RN dimanche dernier, il y avait une déception qui était très forte. Ils réalisaient que sur cette partie d'abstention nationale très importante, leur électorat ne s'était pas déplacé. Alors, est-ce que c'est la fin de la carrière d'Andréa Cotarac ? Non. Il est sur une terre qui n'est pas favorable aux thèses RN. Il est jeune. C'est un garçon qui a quand même un brio. On le voit dans les médias nationaux. Il peut continuer une carrière au sein du RN qui ne sera pas forcément une carrière locale. Il peut aussi continuer son ancrage. Avant l'émission, je vous rappelais que Collomb, le Parti socialiste, avait laissé se présenter 4 fois au municipal. Donc ça fait plus de 20 ans, 4 défaites, et c'est à la 5e fois qu'il a été élu. Donc enterrer un jeune candidat à sa première contre-performance, je pense qu'on va un petit peu vite. Oui, mais est-ce que ce jeune candidat, il peut avoir tout le temps qu'il veut ? Au final, que ce soit les jeunes ou les plus âgés militants du Rassemblement national, est-ce qu'ils ne vont pas de toute façon l'identifier à vie comme un ancien mélenchoniste, un antifa ? Je ne pense pas, non. Non ? J'y croyez-vous ? Il peut convaincre sur la durée, il faut lui laisser le temps. De toute façon, Cotarac, c'est la partie visible de l'iceberg. Entre LFI ou certains autres mouvements d'extrême gauche et certains éléments du RN et de la doctrine du RN, il y a des rapprochements, c'est clair. Hein. Non, Romain, rapprochements idéologiques. Hein. Autant, si vous voulez, effectivement, il y a une gauche souverainiste anti-européenne, une droite souverainiste anti-européenne. Autant, oui, il peut y avoir des fois une perméabilité, mais enfin, elle reste quand même très, très marginale, surtout en zone urbaine. Entre FI et le RN, je pense quand même qu'il y a une différence de nature et une différence de militants qui est très, très forte. Oui, il peut y avoir des points communs sur l'Europe, oui, il peut y avoir des points communs sur le sectarisme, mais le sectarisme, il est dans toutes les familles politiques. Hein. Europe Écologie, il y a des moments où tu as l'impression qu'il y a un côté un peu sectaire aussi. Hein. On avance sur notre dernier sujet, on tente de se projeter à dimanche soir. Imaginons ensemble que Laurent Wauquiez confirme les scores des sondages et rempile donc pour un second mandat à la tête de la région. Quels que soient les résultats de Xavier Bertrand ou de Valérie Pécresse dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France, est-ce qu'on peut imaginer autour de la table que Laurent Wauquiez, dès dimanche soir, se déclare candidat, il se déclarera président de la région, mais est-ce qu'il pourra se déclarer candidat à la présidentielle 2022 ? Romain, pour commencer. Il y a quelque chose qui complique un peu la vie de Laurent Wauquiez, c'est que il va probablement être réélu, probablement être réélu largement, malgré effectivement, pendant des années d'ailleurs tout le monde était là, vous vous rendez compte, Wauquiez est élu, enfin dans les grandes villes, Wauquiez est élu, c'est un accident, c'est scandaleux. On avait dans plein de milieux lyonnais, vous aviez des gens où personne avait voté Laurent Wauquiez, donc les gens ne comprenaient pas ce fonctionnement, puis il va être réélu largement, et c'est le choix des électeurs. Ce qui par contre effectivement peut compliquer les choses, c'est qu'effectivement ils sont 3 figures assez brillantes de la droite qui vont sortir largement gagnants. Il y a Pécresse, Bertrand
Bertrand et lui, et ils ont 3 lignes qui sont pas les mêmes. Le seul qui a une ligne droitière sur les 3, c'est Laurent Wauquiez. Donc voilà, Bertrand, lui, il essaye de faire oublier qu'il est de droite plus ou moins. Bon, Pécresse, elle l'affirme quand même un peu davantage. Donc ils ont 3 lignes. Est-ce qu'il peut le déclarer? Oui, c'est tout à fait possible qu'il essaye de prendre les gens de court. Je verrai bien ça. Surtout, en plus, on en parlait tout à l'heure, que les vents de la droitisation du débat politique sont là. C'est-à-dire, les youtubeurs, on parlait des youtubeurs d'extrême droite, sont beaucoup plus puissants que la plupart des youtubeurs de gauche, qu'il y a la montée effectivement de la candidature d'Éric Zemmour éventuelle, qui veut dire que tiens, il y a une espèce d'envie d'avoir une droite un peu forte, que des médias, si on peut parler de médias comme Valeurs Actuelles, sont en pleine hausse. Donc c'est pas impossible que Wauquiez profite de ce moment-là pour essayer de prendre tout le monde de court. Après, qu'est-ce qui se passe si Xavier Bertrand fait la même chose? Eh ben, on va bien se marrer. C'est l'objectif. Voilà. Éric, est-ce que vous pensez que ça serait un manque de respect pour les électeurs, dès le soir même, de dire « Merci de m'avoir offert la région, mais moi, je préfère l'Élysée ». Oui, parce que quand même, on milite pour une réélection de président de région, on affiche un bilan qui est effectivement satisfaisant, qui vous permet d'être élu. Donc le soir même, se déclarer candidat à la présidentielle, c'est quand même un manque de respect et pour la collectivité et pour les électeurs d'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais c'est quand même au premier qui se déclare qui marque plus de points. En fait, c'est pas le premier qui se déclare qui va gagner la course. Hein. On sait qu'elle est longue et semée d'embûches. Alors après, un peu plus tard, il peut effectivement lancer sa campagne. Ça peut être dans le courant de l'été. Bertrand s'est en quelque sorte auto-investi depuis quelques semaines comme le seul candidat qui pourra affronter Macron et le battre. Mais Wauquiez sortira beaucoup plus légitimé au niveau déjà du score de l'élection. Et surtout, Wauquiez, comme vous le dites et comme le disait Romain, a un profil un peu plus droitier qui peut séduire l'électorat RN, peut-être déçu d'avoir en permanence la prédominance de Marine Le Pen, et également épouser ce mouvement idéologique, cette vague un petit peu idéologique qui est en train de monter en France, où la droite idéologiquement est majoritaire, et devient même largement majoritaire par rapport aux thèses de gauche. Raphaël, on se souvient que Laurent Wauquiez, après les européennes, avait quitté les salons parisiens, était revenu à Lyon, la queue un peu entre les jambes. Est-ce que tout ça, c'est derrière lui, c'est oublié? Est-ce qu'il peut y avoir un élan national autour de Laurent Wauquiez, ou est-ce que les gens ont la mémoire un peu longue? Laurent Wauquiez, on connaît son problème, c'est un problème d'image. Il apparaît comme insincère. Donc il y a quelque chose qui le limite. Par contre, il a le parti avec lui. Enfin, et le parti, pas vraiment, mais il a vraiment les adhérents du parti avec lui. Ce qui fait que s'il rentrait en compétition, il y a de bonnes chances qu'il obtienne le soutien des militants LR et qu'il puisse avoir l'investiture. Est-ce qu'il a intérêt à le faire dès dimanche soir si jamais il est réélu, ce qui est assez probable? C'est pas sûr. Moi, je le vois plutôt faire un discours un peu comme Collomb après ses victoires électorales 2008-2014, où il fait un discours national, où tout le monde comprend qu'il va être candidat à la présidentielle, mais il ne le dit pas encore. Il parle que de la région. Il parlerait que de la région. Non, peut-être pas, parce que Collomb, pour lui, son erreur, c'était de parler que de Lyon. Là, je pense qu'il va dire... Il va faire un discours national en parlant de la région. Et voilà, en région, on a fait des choses intéressantes. On voit que le pays est dans une crise grave. L'abstention pose aussi une crise grave. Donc, il va falloir que mon camp se mobilise pour la présidentielle et je serai prêt à tenir un rôle, quelque chose comme ça. Petit détail technique, au fait, le seul des 3 qui est membre des Républicains, c'est Wauquiez. Oui, tout à fait. Pécresse est à son propre parti et Bertrand n'a pas de parti. Ouais. Est-ce que ça, c'est encore vraiment important pour l'élection, pour les militants? Non, mais je veux dire, ça peut jouer sur une mobilisation militante si jamais il y a une primaire ou quelque chose comme ça. Le problème de Wauquiez de se déclarer dès dimanche soir, c'est qu'effectivement Bertrand est déjà en course et c'est un peu le moment Bertrand. Je pense qu'il peut faire le pari que Bertrand va se dégonfler, que ce ne sera pas soutenu pour cette raison-là. Il n'est plus membre du parti et qu'il vaut mieux attendre que l'été se passe et se déclarer vraiment complètement à la rentrée. Et alors, il nous reste très très peu de temps. Imaginons que Laurent Wauquiez effectivement nous quitte pour se concentrer sur l'élection présidentielle et la campagne qui va débuter à la rentrée. Il va bien falloir quelqu'un pour la diriger, cette région. Il n'y a aucun nom pour le moment qui sort. Oui, c'est vrai. Et puis on n'a pas d'Étienne Blanc puisqu'il n'est plus à la région. Ouais. On a plutôt une génération de jeunes. Renaud Pfeffer, qui était premier vice-président dans le département. Jérémy Bréau, qui est tête de liste ici, qui sont tout à fait des gens qui s'estiment en capacité d'assurer le boulot si besoin. Qui veulent en même temps se consacrer à leur mairie, quoi.
Bréau vient d'être élu, il vient d'être élu. Il est maire de Bron, Oui. et Pfeffer, il est maire de Mornan. Il était réélu, oui, Renaud Pfeffer. S'il Pfeffer, pouvait peut-être avoir plus, plus d'ambition, il n'aurait pas de problème. Mais je pense pas qu'il soit premier vice-président, d'ailleurs, ni l'un ni l'autre. C'est vrai que Laurent Wauquiez n'a pas organisé cette succession parce qu'il n'a absolument pas envoyé l'idée qu'il serait candidat juste après. Il a bien marqué les temps, d'abord la campagne des régionales, ensuite la campagne des présidentielles. Mais je pense qu'il restera, lui, en charge à la région, parce que c'est ce qui fait sa légitimité aussi. Il pourrait coupler, gérer une région comme Auvergne-Rhône-Alpes et faire une campagne partout en France pendant la présidentielle? Je pense que c'est déjà fait. sa précédente expérience, où justement il avait laissé la région à Étienne Blanc, je ne pense pas qu'il en ait été complètement satisfait. Quand il est revenu, et il a vraiment mis pour le coup à l'écart Étienne Blanc, il a voulu montrer qu'il serait impliqué sur le territoire. Je pense qu'il a dû faire l'analyse aussi que, en s'étant trop mis à distance de la région, et nationalement aussi, il avait perdu un peu sa base, donc ça ne lui servait pas. Mais de toute façon, quand tu fais une campagne nationale, tu as toujours une base, quelque part. Il y a toujours, je sais pas, Mitterrand, il avait la Nièvre, Chirac, la Corrèze. T'étais toujours... un territoire. Tu avais toujours un territoire. D'ailleurs, des fois, ils étaient... je sais pas, Chirac, quand il commence à faire ses campagnes, il est député maire de Paris. Tu vois, il a encore plus sur un plan technique, on va dire, que ce qu'a Laurent Wauquiez. Il y a des présidents de région qui étaient sénateurs en même temps. Enfin voilà, la loi sur le cumul des mandats permet plus d'avoir tout ça. Mais tu peux tout à fait faire campagne, ça s'est fait plein de fois, tout en gardant un exécutif. On parlait d'Éric Piolle tout à l'heure, qui va déclarer sa candidature Oui, il va pas arrêter début d'être maire de juillet. Grenoble. Il démissionnera pas de la mairie de Grenoble. Ça va bien nous occuper tout ça. C'est une nouvelle émission qui s'achève. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour vos retours, votre fidélité à Lyon Mag. Rappelez-vous, on vote dimanche aux élections régionales dans tous les départements. On vote aussi au départemental dans tous les cantons du Rhône. Si vous habitez dans le Rhône, vous voterez donc 2 fois. Je vous dis à la semaine prochaine.